On y va pour une vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire et pour ceux qui me suivent, peut-être que ça vous surprendra de voir ce genre de choses sur ma chaîne. Mais d'un autre côté, je pense que c'est bien que vous connaissiez mon histoire et que vous compreniez ce qui m'est arrivé et je pense aussi que certains d'entre vous pourront se reconnaître et s'identifier. J'ai 25 ans et je travaillais depuis 2 ans en tant qu'ingénieur paysagiste et je gagnais environ 2600 € net par mois. En fait, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, je prenne une décision qui a complètement changé ma vie parce que j'ai décidé de quitter mon CDI et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. J'aimerais aussi sincèrement savoir, pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé tant sur l'argumentaire et sur le fond de ce que je dis que sur la forme et le concept un petit peu différent de ce que j'ai pu faire. C'est une vidéo franchement à cœur ouvert et majoritairement destinée à ma communauté, donc si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, ne vous abonnez pas pour celle-ci, je vous conseille plutôt d'aller voir mes autres contenus et de voir si ça vous intéresse avant de vous abonner. Je vais d'abord vous faire un petit contexte sur la Gen Z et le stigma du travail parce que je pense que c'est important qu'on en parle, c'est un vrai débat de société. Par contre, après cette mise en contexte introductive où je vais vous présenter quelques chiffres quand même, parce que ça reste le cœur de ma chaîne où on analyse des chiffres et des données, j'ai décidé de vous présenter un espèce de court-métrage que j'ai réalisé, issu de ma propre vie et qui vous présente absolument toute mon histoire. Ça vous permettra déjà de mieux comprendre qui je suis en tant que créatrice de contenu, puisque maintenant c'est devenu mon métier, mais aussi peut-être de vous identifier si vous êtes un peu perdu ou en quête de sens dans votre vie. On est là pour en parler, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire à l'issue de tout ça. Je serais vraiment très curieuse de vous lire, et particulièrement sur cette vidéo qui me tient à cœur. Cette génération Z pour qui le CDI n'est plus ingrat. Aujourd'hui, les gens ils sont désintéressés. Pourquoi? Parce que s'ils vont pas travailler, ben c'est pas grave, ils auront le complément en fin de mois. Je comprends tout à fait votre réticence. Après, si l'on parle des... Allez. La génération Z n'a pas été éduquée pour travailler, ils sont incapables de résister à la pression. Fainéant, angoissé, ingrat, une certitude, la Gen Z bouscule le monde du travail. Chaque génération a ses stigmas et la nôtre, la Gen Z, elle a particulièrement le stigma du travail. Apparemment, les jeunes de la Gen Z ne veulent plus travailler, en tout cas c'est ce qu'on entend partout, donc j'ai décidé d'aller regarder un peu plus en détail les enquêtes et les statistiques à ce sujet pour voir ce que disent les chiffres. J'ai trouvé par exemple une étude qui a été menée par l'Institut Montaigne et qui a été publiée en avril 2025, donc l'étude elle a été menée sur à peu près 6000 jeunes je crois, entre 16 et 31 ans, donc ça nous donne quand même un point de vue assez large. L'étude révèle que contrairement à ce qu'on entend partout, les jeunes actifs seraient tout aussi engagés dans leur travail que les aînés, voire peut-être même un peu plus. Mais si les jeunes aiment autant travailler que ça, alors pourquoi est-ce que les arrêts de travail se multiplient? Pourquoi les jeunes en général ne restent que quelques années en poste avant de vouloir changer? Pourquoi tout simplement ils se rebellent et on entend de plus en plus de gros titres à ce sujet? On demande maintenant un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, ce qui était moins le cas avant. En fait, quand on réfléchit à tout ça, j'ai l'impression que c'est assez logique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on n'a quand même pas grandi avec les mêmes repères que nos parents. On n'a pas eu vraiment ce culte du boulot-sacrifice qui met le travail, et en particulier le travail salariat, sur un piédestal. Parce que je sais pas vous comment vous avez été éduqués, mais personnellement j'ai l'impression que chez mes grands-parents et chez mes parents, il y avait cette idée-là que le salariat menait vers une certaine reconnaissance sociale et une réussite professionnelle. À l'époque, on allait te dire que tu avais réussi ta vie si tu avais une maison, que tu étais marié et que tu avais un CDI. Et puis si possible des enfants et un chien. Là on parle vraiment plus de statistiques mais on parle plutôt de ressenti parce que moi j'ai l'impression que l'ère du numérique a complètement transformé le monde du travail en général. Mais ça c'est aussi en partie grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, des réseaux sociaux. Les réseaux nous ont apporté quelque chose de très bien qui est que ça nous a ouvert l'esprit sur le reste du monde. Ça nous a montré qu'il y avait d'autres modèles de réussite socio-professionnelle. Tout ça c'est venu se combiner à une espèce d'incertitude sur le système des retraites français, et là encore ce serait un autre sujet de discussion que j'aborderai probablement dans une autre vidéo, mais tout ça pour dire que je pense qu'on est nombreux de la Gen Z à ne plus vouloir sacrifier notre vie pour un travail tout simplement. Depuis le Covid, il y a aussi un truc quand même qu'on est nombreux à avoir observé, c'est que la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle s'est un peu brouillée avec l'arrivée du télétravail. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler tout en étant payé et être chez nous à 17h, qu'on pouvait faire nos tâches ménagères entre midi et 2 au lieu de juste perdre notre temps à la pause café avec des collègues qu'on n'a pas forcément envie de voir. Quand on comprend ça, évidemment que ça change tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que rares sont les personnes qui s'opposent complètement au télétravail. En tout cas, quand on peut le faire, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des boulots dans lesquels c'est complètement impossible de faire du télétravail, et là, la question, elle se pose même pas.
Un autre point essentiel et sur lequel j'aimerais insister, parce que pour moi un vrai tournant est en train de s'opérer à ce sujet-là, c'est la rémunération. De ce que je lis et de ce que j'entends de mon cercle d'amis, j'ai l'impression que certains employeurs aujourd'hui reprochent à leurs salariés de s'intéresser un peu trop à la rémunération. Que ce soit par exemple lors du premier entretien d'embauche ou lors des négociations. Mais je pense qu'il faut quand même se rendre compte de à quel point l'inflation a considérablement augmenté le coût de la vie en général, et donc on ne peut pas nous reprocher de faire de la rémunération une priorité. En tout cas, je trouve ça assez hypocrite. Et on peut aussi parler des prix de l'immobilier qui ne font qu'augmenter, et en particulier dans les grandes villes, où c'est de plus en plus difficile et cher de se loger, on va pas se mentir. C'est aussi de plus en plus rare de trouver des postes dans les zones rurales, en tout cas dans tout ce qui concerne les postes de bureau, et le fait est qu'on est nombreux à faire des études après le bac, et donc on s'oriente naturellement vers des postes de bureautique, là où les loyers sont les plus chers. Bref, tout ça, désolé, mais c'est une réalité, et je trouve ça complètement normal que pour certains d'entre nous, la rémunération se soit devenue une priorité. Parmi d'autres, on est bien d'accord. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on n'en parlait pas ou très peu, et donc ça rendait les négociations assez compliquées parce qu'on n'avait aucune idée du salaire que gagnaient nos collègues à activité équivalente. Aujourd'hui, la grande force qu'on a par rapport à ça, c'est quand même les réseaux, parce que ça nous permet d'avoir une base et de connaître la valeur de nos compétences, de savoir à peu près nous estimer, puisqu'on peut échanger avec des personnes qui ont le même poste. Et donc forcément, quand on a l'impression qu'un job est sous-payé, on va plus avoir tendance à négocier ou alors à opter pour un autre job tout simplement. Il y a sûrement plein d'autres raisons qui peuvent expliquer, je pense, ce changement d'attitude générationnelle vis-à-vis du monde professionnel. Moi, je me suis focalisée sur celle qui avait le plus de sens pour moi, mais n'hésitez pas encore à compléter cette liste. Maintenant, on va se focaliser sur ce qui m'est arrivé, et c'est là qu'on va rentrer dans l'espèce de court-métrage dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais pas vraiment ce que ça va donner à ce moment-là où je filme la vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire, et surtout j'attends vos retours sur ce nouveau format. J'avais vraiment envie de vous raconter mon histoire depuis le tout début, c'est-à-dire depuis mon enfance et jusqu'à la désillusion professionnelle que j'ai vécue, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Et vous allez voir que mon problème, c'est pas que j'aime pas travailler, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai vécu, et j'espère que vous allez comprendre pourquoi. Quand j'étais petite, j'étais une enfant très créative, très curieuse et bavarde. J'avais des rêves plein la tête, et comme beaucoup d'enfants je pense, j'avais cette envie de tout explorer, de tout tester. J'étais quand même très insouciante. Et puis je suis rentrée au collège, et c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point les enfants pouvaient être durs les uns envers les autres. J'ai quand même eu une adolescence assez difficile, on va pas se mentir, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, le collège n'a pas été facile parce qu'on se cherche, on n'a pas confiance en nous, on se sent à la fois méprisé par les adultes mais aussi jugé par les autres enfants. En ce qui me concerne, j'avais de très bons résultats scolaires et j'ai jamais été une enfant en difficulté de ce point de vue-là, mais j'avais jamais sauté ni redoublé de classe, j'étais simplement une élève banale et encore bien loin de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Quand je suis arrivée au lycée, là j'étais complètement perdue parce que c'était la première fois qu'on me parlait concrètement du monde du travail et comment on fait pour savoir ce qu'on veut faire de notre vie quand on a à peine 17 ans. On comprend pas vraiment ce que ça implique et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on prenne une décision avant le bac. Et j'ai choisi d'étudier parce que c'est ce que je savais faire de mieux. J'étais pas très douée de mes mains, en tout cas pas plus qu'une autre, et maintenant il fallait savoir dans quoi est-ce que je voulais étudier. La médecine, c'était un peu trop long, le droit, un peu trop dense. Pourquoi pas devenir enquêtrice de police ou astronome, un peu trop niche, ou en tout cas pas assez de débouchés. Réalisatrice de films, ça aurait été, je pense, une très belle chose pour moi, mais rêve toujours. Le truc qui m'aidait pas, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de matière que j'aimais pas ou dans laquelle j'étais pas à l'aise. J'ai fait un bac S, donc scientifique, parce que c'est ce qu'il fallait faire quand on était une bonne élève et qu'on avait des bons résultats scolaires. Et finalement, les enseignants ont choisi pour moi, donc ce sera une classe préparatoire scientifique, 2 années très intenses de maths, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la terre, et après, on verra bien. C'est là que les 2 pires années de ma vie ont commencé et je pense que ceux qui ont fait une classe préparatoire, vous vous reconnaîtrez. Il y a un truc, très sincèrement, auquel la vie ne nous prépare pas, c'est ce stress intense des études, cette impression de tout faire mal, de tout échouer, surtout que jusqu'à présent tout se passait très bien pour moi et que c'était la première fois que j'étais confrontée à une telle difficulté, sans avoir, encore une fois, la moindre idée de ce que je voulais faire plus tard, donc je savais même pas pourquoi je m'infligeais une telle violence et c'est ça qui était plus dur, je pense. Au milieu de tout ça, et bien heureusement pour moi, j'ai trouvé mon petit rayon de soleil qui est devenu aujourd'hui mon mari. Un être plein de douceur et de sensibilité qui est vraiment venu calmer mon impulsivité et qui m'a surtout fait réaliser que c'était pas grave tout ça et que la vie valait bien mieux que ça. Il m'a fait comprendre que je méritais ma place malgré tous les échecs, malgré les remarques désobligeantes de nos enseignants et un système éducatif qui ne me convenait pas tout simplement.
Grâce à lui et à un petit événement qui est le confinement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'ai réussi à aller au bout de ces 2 ans de classe préparatoire. J'ai trouvé cette école d'ingénieur en paysage qui préparait à un métier dont très franchement j'ignorais l'existence parce que j'en avais jamais entendu parler, c'est le métier d'ingénieur paysagiste. Ce que j'aimais bien en fait finalement dans le paysage, c'est que ça me permettait à la fois d'exprimer ma créativité et il y avait quand même un côté scientifique et social derrière qui m'attirait beaucoup. J'étais pas totalement persuadée d'avoir choisi la bonne voie et pour être honnête, je n'étais pas du tout convaincue que j'allais devenir ingénieur paysagiste pour le reste de ma vie. En fait, j'avais du mal à me mettre dans une case étant donné que plein de choses m'intéressaient et que c'était très difficile pour moi de renoncer à toutes les autres choses qui m'intéressaient pour un métier. Il y a un truc qui revient constamment dans mon histoire, c'est le doute et l'expérimentation. Je ne suis jamais certaine de ce que je fais et j'ai besoin de tester plein de choses. Faut comprendre aussi que le choc de la prépa avait été si violent pour moi que j'ai pas réussi à apprécier la suite de mes études. Pour beaucoup d'entre nous, j'ai vraiment l'impression que c'est merveilleux les études, il n'y a pas de pression, il y a beaucoup de soirées étudiantes, il n'y a pas vraiment de charge ni de responsabilité. Je me reconnaissais pas du tout dans l'état d'esprit des autres personnes qui étaient avec moi en école d'ingénieur, je me sentais vraiment très seule. J'ai toujours eu, je pense, un côté très adulte dans mes réflexions, un peu trop adulte parfois parce que c'est ça qui m'empêchait de lâcher prise. En cours, je m'ennuyais terriblement, mais c'est pas du tout étonnant parce que quand on passe 2 années à être surstimulé constamment par du travail, quand on retrouve un rythme normal, forcément, c'est compliqué. J'ai vraiment expérimenté de l'ennui à ce moment-là et je me suis aussi rendu compte d'à quel point c'était important de s'ennuyer parfois. Et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup de mal à faire. À ce moment-là, j'avais qu'une hâte, c'était que les études s'arrêtent, que j'obtienne mon diplôme et que je puisse enfin commencer la vie d'adulte dont je rêvais tant. Je précise quand même que durant la grande majorité de mes années étudiantes, j'avais aucune conscience de l'argent, j'avais aucune éducation financière mais aucun stress financier non plus parce que j'avais grandi dans une famille de classe moyenne, voire moyenne supérieure et donc j'avais jamais manqué de rien, j'étais toujours partie en vacances et j'ai bien conscience aujourd'hui de la chance que j'ai, ne vous inquiétez pas. Le premier déclic que j'ai eu concernant l'argent et le monde du travail en général, c'était au Canada quand je suis partie en échange international pendant quelques mois. C'était probablement l'une des meilleures décisions de ma vie parce que j'ai pu expérimenter d'autres matières que j'avais pas eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Je me suis ouverte à d'autres choses et j'ai compris à ce moment-là l'importance de l'argent. J'ai compris que c'était l'argent qui guidait absolument toutes nos décisions et tous nos choix de vie, de notre vie professionnelle jusqu'à notre vie personnelle. Chaque soir, en rentrant de l'école, et j'ai continué ça en France, j'investissais mon argent, je me renseignais sur tous les concepts financiers à connaître et bref, la suite de cette partie, vous la connaissez. À la fin de mes études, après le stage, j'ai trouvé mon premier travail en tant qu'ingénieur paysagiste et c'était la suite logique du coup de mes études. J'avais vraiment aucune idée de mes prétentions salariales à l'époque et en plus de ça, les ingénieurs paysagistes sont connus pour être très mauvais en négociation, mais j'ai eu beaucoup de chance pour mon premier emploi. En parallèle, du coup, je continuais ma petite vie et l'an dernier, je me suis mariée avec l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est devenu mon mari. Une autre des meilleures décisions de ma vie. Ce qui est quand même dingue, je trouve, c'est qu'il m'aura fallu 24 ans et un mariage pour réaliser à quel point la famille et les amis étaient importants pour moi. Je me sentais très seule jusqu'à ce que je comprenne à quel point j'étais entourée. En fait, on fait tous notre petit bout de chemin de notre côté, mais ce qui compte, c'est qu'on s'aime très fort et que quand on se retrouve, tout redevienne comme avant. J'étais très heureuse à ce moment-là parce que c'était le début de la vie d'adulte qui commençait pour moi. Après le mariage, c'était reparti pour un train-train quotidien de 9h à 17h avec des journées qui se suivent et se ressemblent. Réveil, transport, travail, repas, dodo. La seule chose qui changeait, c'était ce que je mangeais le midi. Un jour, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit, est-ce que tu fais vraiment tout ça pour de l'argent, pour pouvoir payer tes charges à la fin du mois ? Quel est l'objectif derrière tout ça et est-ce que c'est vraiment ça la vie d'adulte que tu voulais tant ? Bref, on décide de quitter la région dans laquelle on s'était installé et de changer de travail pour revenir s'installer plus proche de nos familles et de là où on avait grandi et on se dit à ce moment-là que peut-être après ça ira mieux. On achète notre appartement et notre petit chez nous, mais ça aussi, vous connaissez la suite. Mais c'est à ce moment-là aussi que tout a basculé. D'un travail qui me stimulait moyennement de 9h30 à 17h, je suis passée d'un travail de 8h30 à 17h30 sans RTT, avec des congés imposés et surtout une très grosse charge de travail. J'avais vraiment l'impression d'être devenue un hamster qu'on laisse courir dans sa roue ou juste un âne qui attend sa carotte. Ok, j'avais un bon salaire parce que j'étais payée à peu près 40 000 € par an avec un statut très avantageux, mais pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse. Je
Je me sentais coincée au travail et j'avais l'impression d'étouffer. J'ai réalisé à ce moment-là que je ressentais aucune passion pour mon travail et comme beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression quand on s'oriente dans une voie qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça que je vous dis que j'ai eu une vraie désillusion sur le monde professionnel et je me suis surtout dit que je pourrais pas continuer comme ça pendant 40 ou 45 ans. Déjà dans mon précédent job, ça commençait à me tourner dans la tête avec cette histoire de travailler pour de mauvaises raisons. En parallèle de ça, vous le savez, mais les investissements ont continué pour moi et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube sous les conseils de certains de mes amis. Et c'est grâce à tout ça et grâce à vous que j'ai pu vraiment mettre un pied dans l'entrepreneuriat et me dire que d'autres modèles étaient possibles pour moi. En fait, pour moi, l'argent ne doit pas être un tabou, ça ne doit pas être une peur ni une menace, mais plutôt une force qu'il faut savoir utiliser. J'ai aussi compris en parallèle de tout ça qu'il n'y avait rien de plus précieux que le temps et surtout la liberté de pouvoir l'utiliser comme on le souhaite. Et en ce qui me concerne, aucun salaire ne justifierait cette privation. Ma passion, c'était littéralement devenu cette chaîne YouTube et pour ça, je suis extrêmement reconnaissante parce que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me faisait vibrer. Mais n'empêche que quand je cumulais ça avec mon emploi, je travaillais des fois plus de 70 heures semaine. Je pense que le salariat n'était pas fait pour moi et honnêtement, j'allais juste m'éteindre si je continuais comme ça. Et bien sûr, on n'est pas tous concernés ici et je peux comprendre que vous vous retrouviez pas dans mes propos parce que si vous aimez très fort votre travail et que vous n'êtes pas dérangé par des transports en commun ou par des horaires très stricts, vous avez peut-être une vision complètement différente de la mienne et c'est ok. J'ai décidé à ce moment-là que l'argent ne me contrôlerait plus et que c'est moi qui contrôlerais mon argent. Je ne voulais plus passer ma vie entière à dépendre d'un employeur. Et donc un jour, il y a quelques mois, je me suis dit, mais Caro, qu'est-ce qui se passerait si tu consacrais tout ton temps et toute ton énergie à faire ce que t'aimes, c'est-à-dire ton entreprise sur YouTube entre autres? Qu'est-ce qui se passerait si je me mettais à travailler pour réaliser mes rêves et mes ambitions et non pas celles de quelqu'un d'autre? Alors oui, ça m'a fait terriblement peur de quitter la stabilité, le CDI, le salaire, le statut, la reconnaissance sociale et tout ce que la société et les générations précédentes voulaient qu'on fasse finalement. Et le pire, c'est que plus le temps passe et plus ça fait peur de se dire qu'on va tout recommencer. La force que j'ai, c'est quand même mon mari qui a tout à fait compris ce que je ressentais et qui m'a toujours soutenue dans la démarche. J'ai vraiment un pilier, que ce soit moralement ou financièrement, parce qu'on va pas se mentir, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est très compliqué financièrement. Ça implique beaucoup de travail encore une fois, parce que je pense que j'ai jamais autant travaillé qu'aujourd'hui, mais d'un autre côté, aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais, j'ai trouvé ma voie et j'ai compris quel était le problème. Bref, du coup, oui, vous l'avez compris, j'ai quitté mon emploi, j'ai prévenu mon employeur que j'étais pas heureuse, et c'était probablement l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. En fait, on est vraiment les seuls à pouvoir décider si c'est trop tard pour changer de vie. Moi, j'ai décidé de tout recommencer maintenant. Oui, ça me fait peur, oui, je sais pas si ça va fonctionner et je suis encore un peu perdue, mais je suis heureuse et je pense que dans la vie, il faut surtout savoir s'écouter.